Bonjour, je suis Roseline Aïssi, épouse et mère de 3 merveilleux enfants. Depuis la naissance de mon premier fils, grand est le nombre de fois où je me suis heurtée à différentes problématiques concernant l'éducation et la parentalité. De ce petit bout de chemin est né en moi ce battement de cœur qui a mené à la création du concept Côté A. Côté A, c'est ce rendez-vous mensuel, pour vous comme pour moi, à visée éducative et ludique. C'est la découverte de différentes clés et astuces, la découverte de parents, hommes et femmes qui viendront ici sur ce plateau échanger avec nous des problématiques relatives à l'éducation et à la parentalité. Après l'annonce de la venue d'un enfant, très souvent, ce sont les deux parents qui, ensemble, s'imaginent l'éducation qu'ils donneront à leurs enfants. Papa et maman ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque, par la force des choses, l'un des parents quitte notre quotidien? Il est plus difficile d'élever un enfant seul qu'à deux. Alors aujourd'hui, avec notre invité du jour, nous allons justement parler d'un sujet très poignant. Veuve, du jour au lendemain, j'élève mes enfants seuls. Madame Christelle Cambou, bonjour. Bonjour Roseline. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci en tout cas d'avoir répondu présente à cette invitation Côté A. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Christelle Cambou. Je suis mère de 2 petits garçons, 11 et 8 ans, et je suis pharmacienne installée à mon propre compte. Nous allons échanger sur ce sujet poignant, d'accord? Et je suis certaine que pas mal de femmes, des hommes aussi, des enfants même, seront touchés à travers tout ce que nous allons entendre sur ce plateau maintenant. Tout de suite, nous allons entrer dans le vif du sujet à travers la rubrique Solola. Alors Christelle, dans la situation du parent seul, tout repose sur les épaules d'une seule personne. Rassurer l'enfant, l'éduquer, gérer ses angoisses, lui faire apprendre ses cours, gérer les activités périscolaires s'il y en a. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tout cela s'est déroulé, s'il te plaît? Ok, donc déjà, Roseline, je te remercie beaucoup de m'avoir invitée à cette émission. Les choses se sont passées de façon très, très brusque. Mon défunt mari est tombé malade. La maladie a commencé un mercredi. On s'est dit, bon, bah, c'est un palu et voilà, on met tout de suite automédication, palu, sans même faire de test. On met un antipaludéen et on se dit que bah, le lendemain, ça ira mieux. Et puis, donc le vendredi, ça n'allait toujours pas. Ça faisait que s'empirer. Donc le vendredi, nous allons à l'hôpital. Et ben, le lundi, c'était fini. Donc ça a été très très brusque. Et d'ailleurs, ce caractère brusque est quelque chose qui a rajouté de la difficulté dans cette épreuve, parce que une semaine avant, je me projetterais pas que dans une semaine, j'aurais ce que j'ai appelé un drame à gérer. Voilà. Et je me rappelle d'ailleurs que quand on m'appelle, quand le médecin m'appelle pour m'annoncer la nouvelle, c'est vrai que l'état ne s'améliorait pas, mais dès lors qu'on est vivant, on garde l'espoir, on se dit toujours que ça va aller. Et donc quand le médecin appelle, bon, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait cette nouvelle. Et même quand il a commencé à parler de l'information, je le voyais venir, mais je refusais en moi-même. Jusqu'à ce qu'il a vraiment sorti le mot. Et quand le mot est sorti, je me rappelle que la première phrase que j'ai sortie de ma bouche était qu'est-ce que j'allais dire aux enfants. C'était pas moi, mais c'était les enfants, parce qu'à l'époque, le plus grand, il a à peine, donc il allait avoir 5 ans le mois d'après, et le plus petit n'avait même pas 2 ans. Voilà, donc après l'annonce de cette information, donc a commencé tout le tralala, la veillée, tout ce qui a suivi. Voilà. Ok. Alors du coup, je suis curieuse de savoir, vous avez parlé des enfants, l'aîné qui avait du coup 5 ans, donc le mois qui aurait eu 5 ans le mois juste après l'annonce du décès, et le plus petit qui n'avait même pas encore 2 ans. Du coup, comment est-ce que vous avez fait pour l'annoncer aux enfants, pour leur parler de ce nouveau schéma en fait familial? D'accord. Donc pour le premier, parce que le deuxième, il avait 2 ans, donc de toute façon, il comprenait rien à ce qui se passait, et de toute façon,
On venait de traverser une année assez difficile pour le papa parce qu'il venait de perdre son emploi et quelque part ça l'avait un tout petit peu déconnecté du cercle familial parce qu'il était très pensif et quelque part le plus petit il était déjà très très accro à moi qu'il ne l'était de son papa. Et la difficulté, c'était surtout avec le plus grand, parce que à 5 ans, on connaît déjà son papa, et ils avaient en plus déjà leur petit instant papa-garçon, ils sortaient, ils allaient acheter des choses ensemble, donc ils connaissaient très bien son père. Relation père-fils. Exactement, voilà. Et donc la difficulté, c'était surtout pour lui. Et ce qui s'était donc passé pour l'annonce, je sais que quand on a commencé à me demander tout ce qu'il fallait pour la mise en terre, et on était en train d'échanger avec ma mère et ma mère m'a demandé justement quand est-ce que tu penses pouvoir le dire. Bon, déjà à ce moment, toi-même t'es déjà cabossé, dévasté, donc c'est vrai que tu ne réfléchis pas trop. C'est d'autres personnes presque qui réfléchissent à ta place. Et c'est ma mère qui dit, ça sera quand même bien de lui donner l'information avant la mise en terre. Et c'est là que nous l'avons appelé, nous l'avons fait asseoir. Il était en train de jouer à sa petite tablette. Et comme on le fait toujours pour tous les enfants, de façon imagée pour atténuer justement le côté brutal et douloureux de l'information. Donc nous lui avons dit que Papa Tito, parce que c'était son petit nom, Papa Tito, il est parti au ciel et que on ne le reverra plus. Et tout de suite, on a senti qu'il a eu une petite réaction parce qu'il a eu très mal au ventre. Et quelques secondes après, il s'est remis à jouer à sa tablette. Par la suite, j'ai compris que à ce moment-là, il avait perçu ce que cela voulait dire, mais c'est comme si c'était refusé d'accepter cela. Parce que donc il a continué à jouer à sa tablette et puis on va dire donc on est allé à l'enterrement qui s'est passé à Brazzaville et nous sommes revenus à Pointe-Noire et après j'ai récupéré les enfants qui donc à l'époque étaient chez une de mes grandes sœurs qui aussi avait vécu une année avant la même situation que moi. Donc quand je récupère les enfants, donc les enfants n'ont pas participé à l'enterrement. Je trouvais que c'était trop difficile pour leur soumettre ce tableau. Donc quand j'ai récupéré les enfants, ils ont commencé donc le plus grand a recommencé à aller à l'école. Donc au bout de, on va dire une semaine ou 2 semaines comme ça, on était à la maison et puis parce qu'il y avait certains de ses amis qui étaient au courant de ce qui s'était passé, que le papa était parti au ciel, donc mort. Et il y a un qui le lui avait largué comme ça avec vraiment ce terme-là. D'accord. Et donc le petit il vient et Marc Elliott, il vient, il me pose la question, il me dit maman, il y a un tel qui dit que mon père il est mort. Et je me rappelle qu'à l'époque, à ce moment-là, on était au volant en fait, et ma grande sœur était venue à ce moment. Et moi, j'étais au volant, donc déjà encore sous le choc. Donc de suite, quand il me largue lui la question, ben évidemment, je suis tétanisée au volant. Je n'y arrivais pas, j'arrivais pas à répondre. Et tout de suite, ma grande sœur a pris le relais et il y a eu un échange, etc. Un mois après, il m'a encore reposé la question pour savoir, mais est-ce que Papa Tito, il est parti au ciel? On va quand même le revoir un jour et tout. Est-ce qu'il n'est pas mort, hein? Et là, j'étais prête maintenant parce que à ce moment, comme on le dit, par moment, il faut vraiment le dire, il faut vraiment poser le mot pour que l'enfant puisse réaliser réellement ce qui se passe parce que on va pas toujours lui vendre qu'il le reverra alors qu'on le reverra plus. Et donc là, j'avais le courage et je lui ai dit, j'ai dit oui, c'est ça, Papa Tito est mort. Mais sache que maman est avec toi, maman sera toujours là, maman sera toujours à tes côtés et de toute façon, tu as aussi Papa Acha. Donc Papa Acha, c'est le petit frère à Papa Tito. Donc ils étaient très très proches, très unis, c'était presque des jumeaux. De toute façon, tu as Papa Acha qui est là et qui est maintenant ton papa et qui va jouer ce rôle de papa. Donc on a compris que du coup les mots qu'on utilise sont importants pour que l'enfant puisse comprendre en fait, qu'il puisse s'imager les choses comme il se doit, parce que quoi qu'il en soit, il va toujours poser la question. Tant que l'enfant n'a pas compris, il va chercher en fait comment faire pour comprendre l'information, soit auprès des amis à l'extérieur de la maison, à l'école, tout ça.
Et donc finalement, Mark Elliott a fini par comprendre et vous avez fini par avoir une discussion en fait, en face à face en fait avec lui pour qu'il puisse bien capter l'information. Tout à fait. Du coup, je suis quand même intriguée parce que autour de vous, il y avait donc le frère de papa et il y avait en fait donc, des figures en fait masculines qui pouvaient en fait se substituer à entre guillemets en fait à sa présence. Mais je veux savoir si vous pensez qu'il est bon de faire vivre du coup le papa à travers en fait des souvenirs. Il y en a qui disent que c'est important de montrer certaines photos, de parler des schémas d'éducation qu'il aurait attendu pour l'enfant, de ses rêves, de ses passions, en fait de le faire vivre quand même au sein de la cellule familiale. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour le premier, évidemment, on n'allait pas jouer à la politique de l'autruche parce que tu as bien compris qu'il connaissait très bien son papa, il avait cet instant bonheur et tout avec lui. Et le petit papa, il n'habite pas ici. Donc il est venu, c'était juste de façon sporadique, il était là. De toute façon, il ne pouvait pas se substituer tout de suite. En tout cas, il pouvait pas déjà prendre la place du papa et avoir la même intimité, la même complicité qu'il a pu avoir avec son fils. Par exemple, avec Mark Elliott, le sujet qui a été difficile parce que lui connaissait son papa, il fallait observer comment il fallait continuer à parler de son papa. Et ce que j'avais remarqué, c'est que moins j'en parlais, mieux il guérissait. Mais il y avait des moments où je sentais qu'il avait besoin d'en parler. Par exemple, quand on déménage, on quitte là où s'est passé la veillée parce que j'avais décidé, je m'étais dit que pour une restauration rapide, il était bien de changer de cadre pour aider, pour ne pas que les souvenirs puissent revenir et recreuser la plaie qui est en train de se refermer. Donc on avait déménagé et déjà le jour où on déménage, j'ai senti une grande tristesse en lui parce que il avait l'impression que on partait et on laissait son papa là. Il ne le voyait pas, il a posé la question, mais là, nous, on part, mais est-ce que papa Tito, il saura là où on est parti, la nouvelle maison là où on était, etc. Il y avait un attachement, en fait, finalement. Exactement, voilà. Et là, effectivement, des fois, les mots, on a du mal à trouver les mots parce que nous-mêmes, déjà, on est cabossés. On est cabossés, mais Dieu aidant, on arrive toujours à avoir les bons mots à placer et qui apaisent l'enfant. Et on continue à aller de l'avant. Et je me rappelle aussi, il y avait eu un moment quand on est parti, parce que là où il allait à l'école, nous on habitait à l'époque donc à l'aéroport, et à l'école c'était à la base industrielle, donc on passait forcément par le rond-point Kassaï. Et au rond-point Kassaï, si tu vois à ta droite, tu as une boutique où on vend les fleurs tombales, les cercueils, etc., tout ce qu'il y a. Et moi, quand j'arrivais à cet endroit, déjà, pour moi, c'était un tableau difficile parce que ça me rappelait, c'était encore très récent, ça me rappelait trop de choses et ça creusait. Donc, je regardais en face et je faisais, en tout cas, je faisais que celle qui ne voyait pas, mais en fait, je voyais très bien ce qui se passait. Et lui, il regardait, mais je me rendais pas compte qu'il regardait vraiment. Donc, on est passé par là 1, 2, 3, 4 fois et on va dire 2 semaines après, un jour, en passant par là, et je le surprends en train de me poser la question, maman, de quelle couleur était le cercueil de papa? Ah. Et là, j'ai vraiment compris que l'enfant avait vraiment intériorisé l'information, qu'il avait bien compris ce qui venait de se passer et qu'il savait que son père était mort. Et donc, je lui ai répondu simplement, la couleur, elle était blanche. Et puis après, il est passé à autre chose, on a continué. Donc, en fait, avec lui, après, il y a aussi des moments assez phares au fur et à mesure qu'on avance. Par exemple, la dernière fois, quand il a fait le CEP-test et il avait le résultat et qu'il avait très bien travaillé, là, par exemple, il a parlé de son père en disant que si papa Tito était là, il allait être fier de moi. J'ai dit oui, bien sûr, il allait être fier de toi. Et puis, quand il a eu 11 ans, il y a 2 mois, au mois de mai, il a dit que maman, le soir j'ai senti qu'il était triste en fait. Et le soir, il me dit maman, si papa Tito était là, ça allait être bien. Et donc là, à ce moment, je réconforte. Et quelque part aussi, son petit papa, donc le papa Tcha dont j'ai parlé tout à l'heure, il a beaucoup contribué à leur équilibre et
à ce remplacement-là, parce que quand j'ai eu des moments comme ça, il y a des moments où vous n'allez pas forcément avoir les mots appropriés, mais les autres en face peuvent avoir des moments, des mots beaucoup plus réconfortants, rassurants pour donner. Et donc, quand il m'en a parlé, je l'ai réconforté, je l'ai rassuré. Mais le même soir, j'ai fait le petit message à son petit papa et le lendemain, il a tenu à ce qu'on l'appelle. On l'a appelé et puis il a échangé et c'était un peu ludique et tout. Et du coup, j'en parle de moins en moins parce que quand j'en parle, j'ai l'impression d'ouvrir une plaie qui est en train d'être cicatrisée. Mais quand il pense qu'il a besoin d'en parler, alors j'en parle. D'accord. Voilà. Par contre, pour le plus petit, Maël, à l'époque, étant bébé, d'ailleurs, c'était une de mes plus grandes douleurs parce que quand ça s'est passé, j'ai dit, Maël, c'est triste parce qu'il connaîtra jamais son père. Il connaîtra jamais son père. À 2 ans, on peut pas connaître son père. Et c'était ça ma plus grande tristesse. Et jusqu'à présent, en fait, Maël, quand on lui parle de Papa Tito, avec lui, tout ce que j'ai fait, c'est de lui montrer plusieurs fois les photos de son père pour qu'il puisse voir, qu'il sache que c'est Papa Tito. Mais il y a des moments quand tu lui montres la photo, il regarde et dit, il sait pas. D'accord. Mais il y a des moments, il reconnaît. Et puis, mais pour lui, quand tu poses la question, c'est qui ton papa? Il dit, c'est Papa, il habite en France. C'est tout, voilà. Et je me rappelle qu'un jour, on est passé dans une des maisons dans laquelle on a vécu ensemble, là où Maël est né, et je lui disais que Maël, tu sais, c'est ici que tu es né. À l'époque, on était avec Papa Tito. Après, il me dit, donc là, il avait à peu près 6 ans. Il me dit, ah, donc je comprends bien. Donc, en fait, avant, mon papa, c'était Papa Tito, et après, c'est devenu Papa Acha. J'ai dit, exactement, c'est ça. Donc, pour Maël, pour l'instant, je trouve que la nouvelle, elle est encore trop forte. Pour l'instant, c'est quelque chose qui ne le déséquilibre pas. Il est très équilibré, il est épanoui, ça se passe très bien. Je pense que c'est pas utile pour moi de lui parler de cet événement. Ouais, j'imagine. Le tout, c'est vraiment à la maman, c'est par rapport au ressenti de la maman, par rapport à l'observation. Surtout, la maman doit beaucoup observer. Comment ses enfants réagissent, comment ils vivent la chose. Et quand ils évoquent le sujet, quel sentiment, quelle émotion positive ou négative que cela génère en eux. Donc, par rapport à cela, la maman peut décider, j'arrête tout, on n'en parle plus ou on en parle parce que quelque part, ça restaure. Donc, ça c'est vraiment selon le besoin, selon le contexte que la maman va avoir l'intelligence qu'il faut pour pouvoir gérer.